Et votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Économiste et présidente du cabinet RF Research. On passe pas longtemps sur l'ISF, mais quand même parce que ce week-end, c'est pas n'importe qui, c'est quand même François Bayrou qui étalait son petit couplet. Et puis l'Assemblée nationale vient de voter, ça y est, la transformation de l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Ce que nous dit le président du MoDem, c'est ce qu'il a dit ce week-end. Il demande au Sénat de corriger, de rectifier le tir en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce que pour vous, il faut vraiment corriger, amender, bonifier? L'idée du MoDem, encore une fois, et de François Bayrou, c'est de sortir de l'assiette taxable uniquement ce qui est vraiment investi dans les entreprises, les titres d'entreprise, actions, obligations. Vous en pensez quoi, vous? On reste pas longtemps dessus. Je pense qu'il y a un choix effectivement qui est fait par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on maintient dans l'ISF la fortune immobilière, en fait c'est véritablement ça. On en sort tout ce qui est fortune financière. Je pense que derrière il y a une philosophie qui est sans doute de vouloir influencer un rééquilibrage des investissements ou de l'épargne des particuliers en France. Moins d'immobilier, plus de financier, avec comme objectif l'espoir d'aller financer des projets d'investissement. Qu'en pense l'économiste? Parce que les promoteurs immobiliers, enfin les constructeurs, ils vous disent, attendez, mais quand on construit un immeuble, chaque appartement crée 2 emplois, quoi, je veux dire. Par exemple, l'économiste pense que finalement, on est en train de vider de sa coquille l'ISF, donc il y a un débat fondamental là-dessus. Est-ce qu'il faut un ISF? Est-ce qu'il n'en faut pas? Et est-ce que ça a du sens aujourd'hui de n'avoir plus qu'un ISF sur la fortune immobilière? J'en doute, je pense qu'il y avait une philosophie quand l'ISF a été mis en place, on peut être pour ou contre, mais là, il nous reste plus qu'un petit bout qui est difficilement justifiable par rapport aux problématiques éventuelles de l'économie française. Donc, on est dans l'idéologie, il y a un parti pris. Je pense qu'il y a un parti pris, et en particulier celui d'essayer de réorienter. Mais qui n'est pas justifié par l'économie, Alors, qui n'est pas justifié par un raisonnement économique, qui peut être justifié. En l'occurrence, il est présenté comme tel, c'est-à-dire qu'on veut forcer une réorientation de l'épargne vers le financement économique. Est-ce que le fait de sortir les patrimoines financiers mènera à cette réorientation effective? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis très dubitative, personnellement, effectivement. Je pense qu'on avait déjà un certain nombre de dispositifs pour favoriser effectivement le financement de l'économie. Qui sera supprimé. L'ISF-PME, en l'occurrence, va être supprimé au 1er janvier. Et là, c'était de l'argent qui était réellement envoyé, fléché vers les PME. Oui, il est de facto supprimé, puisque son but était de sortir. On aurait pu imaginer d'avoir le même dispositif IFI-PME. Mais tout à fait, et donc je pense que c'est bien pourquoi, la raison pour laquelle on a tous ces débats et ces contestations. Après, effectivement, quand on regarde, l'épargne des Français est quand même essentiellement, le patrimoine reste encore très immobilier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, alors je crois que Xavier Timbaud parlait de 50% des contribuables éventuellement. Entre 1 et 5 millions d'euros de patrimoine. Voilà. Qui auront un patrimoine immobilier. Exclusivement immobilier, donc qui ne bénéficieront pas effectivement des avantages affectés au patrimoine financier. Donc il y a une difficulté à trouver la logique, effectivement, me semble-t-il, de ce dispositif. On voit Emmanuel Macron, ces réformes, nous dit l'Institut Rexecode, proche du patronat, les réformes Macron auront, c'est ce que nous dit l'étude, à terme un impact très positif sur la France. Presque 300 000 créations d'emplois d'ici 2022, du fait de la réforme du Code du travail, du fait de la réforme de la fiscalité sur l'imposition du capital, et que la croissance potentielle française pourrait être améliorée de 0,5 points à terme. À terme, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est surestimé? Vous en pensez quoi? Je pense qu'on peut, en la matière, faire à peu près toutes les estimations et défendre à peu près tous les schémas. Donc, tout est, me semble-t-il, d'abord une histoire d'équilibre. Et je pense que les années récentes l'ont montré. Donc, ces réformes-là devront être financées. Comment le seront-elles? Par quel type de coupe des dépenses publiques? Parce qu'on a, en général, on considère que les coupes de dépenses publiques n'ont pas de coût pour la croissance. L'expérience de ces dernières années dans certains pays a montré que ce n'était pas toujours le cas. Et puis, on va voir, il y a encore un gros pôle de financement, notamment social, d'économie au titre des dépenses sociales. Et celles-là, elles peuvent faire mal, donc elles peuvent avoir un impact négatif sur la croissance qui peut avoir comme conséquence de changer assez significativement les estimations qu'on peut faire là. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie dans ces chiffrages. Pour l'instant,
pense qu'on a besoin incontestablement d'avoir plus de précision sur la manière dont seront financés ces avantages. La baisse de la dépense publique, enfin la moindre hausse de la dépense publique. Oui, tout à fait, exactement. On arrête d'être ethnocentré sur la France et on prend un peu de hauteur. On regarde la croissance économique mondiale pour le coup. Ça va mieux, elle a gagné en solidité. Il y a quelques jours, c'était le FMI qui le confirmait, 3,7% de croissance en 2017, un peu plus en 2018. Pour autant, ce sursaut de croissance, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est temporaire, est-ce que c'est cyclique ou est-ce que ça peut être amené à perdurer, à se poursuivre, selon vous? Alors, Sachant qu'on n'a jamais retrouvé les niveaux d'avant-crise. Pardon, mais quand on a un peu de mémoire, on se souvient c'était quoi les niveaux d'avant-crise? On était à 5, voilà. 5%. Est-ce qu'on est en train de plafonner à 3,7, 3,8 et y rester ou est-ce que c'est... Il me semble que le scénario le plus vraisemblable, le plus probable, est effectivement qu'on plafonne aux alentours des niveaux actuels, ce qui sont en général des niveaux quand même supérieurs à ce qu'on a connu. Donc le plus grave de la crise est derrière nous et il faut s'en réjouir. Néanmoins, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de signaux assez contradictoires. D'abord, cette croissance se fait de manière assez... Synchronisée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est synchronisée quand même dans le monde. Oui. Toutes les zones du monde sont en croissance. Toutes les zones du monde. Et du coup, on a vite fait de dire, bon, donc c'est reparti. Le commerce mondial repart, la Chine va contribuer, etc. En l'occurrence, quand on regarde les gros poids lourds de ce qui peut faire la croissance de demain, les États-Unis, alors on va voir sans doute une réforme fiscale, pas certain que cette réforme apporte beaucoup à la croissance américaine et qu'elle prolonge significativement ce cycle qui est déjà très long. Donc on a une économie américaine qui va incontestablement avoir du mal à participer à cette dynamique mondiale. De l'autre côté, le géant chinois. La Chine a réussi à colmater les brèches de son économie à coup d'endettement absolument faramineux. Rares sont les exemples dans l'histoire contemporaine économique de rythme d'endettement qui puisse perdurer beaucoup plus longtemps que ce qu'on a déjà vu en Chine dans sa dynamique. On parle de multiplicateur du crédit ici. Donc sans doute que ce sera plus difficile également là de prolonger les choses, en tout cas avec le même rendement, sachant que le rendement, si on regarde la croissance économique chinoise, est encore plutôt faible, 6,8%. Alors vu de nos yeux européens, ça paraît très fort. Bon, enfin, en réalité, on n'a toujours pas une économie chinoise qui participe de la dynamique mondiale, par exemple ses importations, etc. Et puis, vous avez l'autre gros pôle, l'Europe, qui va incontestablement mieux. Maintenant, quand on parle de dynamique, de reprise de la croissance mondiale, et qu'on observe que finalement les exportations ou les commandes à l'industrie allemande évoluent à peu près aujourd'hui au même rythme que ce qu'elles ont fait depuis 4 ans, on se dit, tiens, il y a des choses quand même qui ne sont pas tout à fait... Comment on explique cette déconnexion? Alors, d'abord parce que sans doute, il y a beaucoup d'interrogations autour de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'investissement. On constate, et ça a été la bonne nouvelle depuis le printemps, une reprise de l'investissement industriel partout dans le monde, quasiment. Ce qui, pour des économistes, signifie reprise d'investissement, donc croissance pérenne, reprise de l'emploi, etc. Quand on décortique cet investissement, on n'est pas certain que ce soit une aussi bonne nouvelle que cela, et en particulier parce que c'est de l'investissement industriel, c'est pas particulièrement là qu'on en a forcément le plus besoin, si ce n'est pour introduire effectivement de la digitalisation, changer l'appareil productif, ce qui est souhaitable et nécessaire, notamment en termes de gains de productivité, ce qui ne va pas forcément générer beaucoup d'emplois. Aux États-Unis, pendant des années, vous avez eu une substitution. Il y avait très peu d'investissements, on a créé beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, on réinvestit. Il est probable effectivement qu'on réinvestisse, mais que l'élasticité de l'emploi, si je peux dire, ou le montant des emplois par rapport à l'investissement se réduise, lui, parce qu'effectivement, il y a eu une déformation inverse. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes, et je pense que finalement, lire cette amélioration de la conjoncture à travers le spectre de la faible inflation nous renseigne, nous met sur la piste, effectivement, qui est sans doute la bonne, d'une reprise qui n'est pas classique, qui est difficile et notamment laborieuse. Laborieuse et pas forcément très porteuse pour la demande domestique, c'est-à-dire la consommation à travers le monde. Et c'est ce qu'on voit, c'est du côté des consommateurs que les données ne sont pas au rendez-vous d'une reprise et posent question. Donc pour l'instant, c'est un peu le laissé pour compte, le thème laissé pour compte par les économistes. Je pense qu'on va rapidement se reposer la question, effectivement, du coup, de la profondeur de cette reprise.
Bon, autre sujet, parce qu'on manque de temps, Véronique Riche-Flores, la Banque Centrale Européenne, on va parler du rendez-vous de jeudi, mais j'ai pensé à vous quand, il y a quelques jours, le vice-président de la BCE a parlé de bulles financières. Attendez, dans un langage aussi policé de banquier central, c'est Victor Constancio, vice-président de la BCE. Je lis rapidement, l'Europe et toutes les autres économies avancées doivent prendre la politique macro-prudentielle beaucoup plus au sérieux, ou bien elles devront faire face au risque d'autres crises financières que la politique monétaire ne sait prévenir. Crise financière, employer ce mot-là encore une fois, c'est pas anodin quand même. Ah, c'est loin d'être Que le anodin. numéro 2 de la BCE parle de ça. Vous avez eu à peu près les mêmes propos, même un peu plus cinglants encore, de la part du gouverneur de la Banque de Chine, en parallèle du comité central, donc de la réunion du comité central. Donc je pense qu'effectivement, il y a une vraie préoccupation des banquiers centraux, à juste titre, sur la valorisation des actifs mondiaux et en particulier sur l'évolution des bourses mondiales. Effectivement, alors cette situation joue particulièrement sur les marges de manœuvre des banquiers centraux qui ont bien compris qu'effectivement, si on voulait envisager une normalisation, par exemple, du niveau des taux d'intérêt à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, eh bien, ça voudrait dire sans doute une fragilisation potentiellement extrême des marchés boursiers, et donc un risque financier qui est réel. Il suffit de regarder les indices boursiers, effectivement, d'essayer de comparer avec des données de l'économie réelle, produit intérieur brut, production industrielle, y compris les profits des entreprises. Nous sommes à des niveaux de survalorisation des actifs financiers qui sont extrêmes et qui sont incontestablement, me semble-t-il, une menace pour l'avenir, peut-être relativement proche. Bon, et pour que les marchés actions corrigent finalement, il faudrait que les taux longs augmentent. Ça serait ça, comme à chaque fois dans l'histoire boursière, des taux longs qui augmentent, mais on n'en prend pas le chemin déjà tout de suite. Et puis on voit bien le luxe de précaution que prennent les banques centrales. Il vaudrait beaucoup mieux que les perspectives économiques s'améliorent suffisamment, c'est-à-dire en termes réels et d'inflation, pour espérer qu'on comble le gap par une amélioration des sous-jacents économiques plutôt qu'une correction des marchés boursiers. C'est en cela que les orientations de politique économique aujourd'hui sont aussi scrutées, parce qu'elles répondent ou non à cet enjeu-là. Mais ça veut dire effectivement que tant qu'on n'a pas cette réponse-là, toute hausse un peu rapide ou précoce des taux d'intérêt serait préjudiciable à l'équilibre financier. Alors vous allez me dire, bon, de toute façon, vu les niveaux de taux longs, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais du coup, effectivement, si vous êtes responsable monétaire, vous allez regarder quel est le message que vous renvoient les marchés obligataires avec ces faibles niveaux de taux longs, pour essayer de comprendre effectivement si vous jaugez correctement la situation économique et financière. Je pense que dans le bas niveau des taux longs, il y a probablement effectivement l'intégration de ce risque financier par la partie obligataire des marchés. Dernier point, juste la BCE, donc c'est jeudi, il faut qu'on en parle. Oui. On sent les choses bien balisées a priori. C'est le consensus de dire qu'aujourd'hui, il y a 60 milliards d'euros par mois d'achat d'actifs de la BCE donc sur les marchés. On passerait à 30, c'est ce que dit le consensus, avec une extinction à 9-12 mois du QE. C'est votre sentiment aussi. Est-ce que la BCE peut surprendre ? Oh, la BCE peut certainement surprendre. Est-ce qu'elle a intérêt à surprendre? Probablement pas. Je pense qu'il y a pas mal de dissensions au niveau du board, on a vu. Pour l'instant, la ligne du chef économiste de la BCE a été suivie, et celui-ci reste toujours prudent. Donc on arrive effectivement, on a par ailleurs des exemples de tensions en Espagne, etc. On comprend bien que la Banque Centrale Européenne préférera sans doute garder un petit peu sous le coude des moyens d'agir en cas, par exemple, de tensions intempestives sur le marché obligataire espagnol, par exemple. Et d'où un prolongement de cet exercice de quantitative easing où le plan d'achat d'actifs va être prolongé, réduit parce qu'il n'y a plus de raison aujourd'hui d'en mettre autant. Alors, 30 ou 40, moi je suis plutôt à 40 milliards, mais peu importe, avec un ajustement peut-être à la mode américaine où on ajusterait tous les 3 mois, on réduirait 10 milliards. Ça laisse le temps, ça permet de satisfaire ceux qui veulent, parmi les membres de la BCE, avoir un terme officiellement précisé à ces achats d'actifs, sans se précipiter, en prenant le temps de voir, sachant qu'effectivement aujourd'hui on a encore une inflation qui laisse le temps à la Banque centrale, et puis un niveau de l'euro qui également vient sans doute temporiser les choses. Voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Véronique Riche-Flores, donc économiste et présidente du cabinet RF Research, était l'invitée aujourd'hui de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.